Il m'honore particulièrement d'être présent à ce colloquium international et dans cette terre symbolique pour nous tous d'Afrique et de la diaspora. Le Congo est pour nous le lieu, la ville, le pays de la Renaissance africaine. Et moi qui travaille sur la piste du professeur Cheikh Anta Diop, c'est très émouvant d'être pour la première fois dans ce pays parce que, comme on le sait, Cheikh Anta Diop a été accueilli dans cette université, dans ces universités. Et je voudrais aujourd'hui parler d'une chose essentielle. Nous avons dit qu'il y a la restitution, ensuite la reconstruction, la reconstitution. Je vais donc m'appesantir sur la reconstitution. Alors, je vais par la suite donner des considérations précises sur l'art africain, parce que j'ai vu Madame la ministre tout à l'heure dire de ne pas s'appesantir sur ce qui s'est passé, et elle a raison, mais il est important de souligner la violence symbolique exceptionnelle au niveau de ce rapt, de cet enlèvement, de cette expropriation. C'est quelque chose que nous recevons donc comme un événement. Et je commence ma conférence par là, la restitution comme événement. Et dans ce mot événement, tel qu'il a été pensé, à la fois par Jacques Derrida, il y a l'idée que quelque chose d'essentiel s'est passé, mais on ne sait pas encore le nommer, on ne sait pas encore le préciser, on ne sait pas encore déterminer ces catégories. Alors, quelle est cette chose qu'on restitue? C'est ma première question. Et comment dire la restitution de cette chose? Et c'est ça que j'appelle la reconstitution. Je vais donc donner un concept qui s'appelle l'ontologie de l'art. Cet art, comment le penser? Je vais pour la première fois donner l'ontologie de l'art africain. Je vais donc donner 5 catégories pour montrer comment on peut commencer à penser ce que j'appelle l'impensé. Car ça, les objets d'art et cultuels ont été pris, mais on ne savait pas ce qui avait été pris. Et c'est la deuxième fois que ça se passe. Les esclaves ont été enlevés, mais on ne savait pas la valeur intrinsèque de ces hommes. C'est quoi ces hommes? Qui sont-ils? C'est quoi ces objets d'art? Il y a donc un impensé, c'est le fait de ne pas avoir pensé suffisamment ce qui a été enlevé. Et je vais donc célébrer ma restitution, non pas en termes matériels, mais immatériels, en commençant à penser ce qui a été enlevé, ce qui commence à être restitué, pour que peut-être on n'ait plus de valeur et qu'on comprenne l'ampleur de ce qui s'est passé et qui continue d'avoir lieu. Je vais donc commencer tout de suite, après cette catégorie de l'événement. Ce colloque lui-même est un événement parce qu'il nous permet de mesurer la portée de ce qui a été enlevé et de ce qui nous revient. C'est en cela que c'est un événement hyperbolique, parce qu'il dit que la Renaissance africaine renaît, pour ainsi dire, donc une double naissance, et c'est pour ça que j'ai accolé l'adjectif hyperbolique. Voilà. Commençons par la première catégorie, l'impersonnalité. Nos sculpteurs, peintres, font des œuvres d'art sans les signer de leur nom. Je parle de l'art traditionnel du continent africain. Il y a là la première caractérologie. Ça veut dire, pour reconnaître cet art, il est impersonnel.
ce que nous allons découvrir, c'est qu'en dépit de cette impersonnalité, il y a une signature avec des archétypes esthétiques. Ça veut dire qu'on peut reconnaître les écoles. On sait que ça, c'est l'école de Mbigou, ça, c'est l'école de Poto-Poto. On reconnaît les écoles à cause des canons esthétiques, ce qui laisse dire que ce n'est pas tant ce qu'on a pensé et ce qu'on en a dit, que c'était un art de la non-signature. En réalité, c'est un art graphique. Il y a une essence graphique de cet art. Il y a une signature, mais ce sont les canons esthétiques qui permettent de reconnaître cet art. La première catégorie, c'est donc l'impersonnalité de cet art. C'est un art impersonnel. Mais on reconnaît les grandes écoles, on reconnaît les communautés, on reconnaît cela. Donc, finalement, l'effort qu'il fallait déployer, c'est de reconnaître les canons esthétiques pour dire que ce n'est pas un art si impersonnel qu'on l'a pensé, puisqu'il y a des canons esthétiques qui permettent la reconnaissance des auteurs de cette floraison d'œuvres d'art. C'était donc le premier élément. Je vais très vite parce qu'on a à peine 20 minutes. Deuxième élément, encore plus important que le premier, qui est l'impersonnalité. La deuxième catégorie, on l'appelle, là je fais de l'ontologie de l'art, c'est-à-dire comment l'art doit se nommer, parce qu'il a été dans le silence jusqu'ici. Or, chacun de ces objets d'art porte un nom. Il s'agit de quelque chose de très savant, de très érudit. Donc, le deuxième élément, c'est le caractère aléthéique. Aléthéique. Retenez bien cet adjectif, il est fondamental. Aléthéique, ça veut dire il donne l'impression d'être présent, mais en réalité, ces objets d'art ont une autre vie, une autre réalité, une autre présence qui n'est pas accessible aux non-initiés, qui n'est pas accessible aux marchands d'art qui achètent cela en donnant des canons économiques et financiers sans toujours connaître cette dimension aléthéique. Donc aléthéique qui se donne et se ferme à la fois. Donc ce ne sont pas des objets d'art accessibles au premier venu. Et quand ils sont dans les musées, il y a la question de la valeur, de la connaissance même de l'être de ces objets qui sont à la fois artistiques, culturels, mémoriels, archéologiques, sacrés. Et donc, il y a cette dimension sacrée qu'il faut questionner en permanence. Je prends un objet d'art. Chez les Ekans, ce sont les Fang qu'on retrouve au Cameroun, qu'on retrouve au Gabon, en Guinée équatoriale, qu'on retrouve au Congo, qu'on retrouve à Sao Tomé et Principe, les Fang. La désignation canonique, c'est Ekang. Donc, les Ekang, on les retrouve dans ces 5 pays. Il semblerait même qu'il y en ait eu quelques-uns au Congo au début. On les trouve plus au Congo, Brazzaville aujourd'hui. Voilà, nous avons un masque à 4 faces qu'on appelle Ngontan. Ngontan, la blanche, un masque à 4 faces. Alors, selon qu'une face se présente à vous, il y a un message. Il y a 4 faces, et ces 4 faces ont un langage symbolique très précis. C'est un peu comme dans le tambour, il y a une dimension de présence auditive, mais derrière, il y a un langage tambouriné, codé. On peut passer le message quand on veut parler, par exemple, au prince, au chef de l'État, qui est devant une cérémonie. On ne veut pas que tout le monde sache, on tambourine, et on fait passer le message et on l'entend.
C'est la même chose que ces objets d'art qui ont un langage symbolique. C'est donc le deuxième caractère aléthéique. Ça veut dire qu'ils cachent dans leur intériorité un message. Ce message n'est pas perçu tout de suite lorsqu'on les regarde. C'est donc la deuxième caractérologie. Après l'impersonnalité, il y a cette deuxième caractérologie, en l'occurrence le caractère aléthéique. Puis il y a la métaphysique de la présence. La métaphysique de la présence. On n'a pas suffisamment pensé cela également. Quand ces objets d'art sont là, ils sont présents, en réalité, il y a une philosophie des forces cosmiques. Il y a un vitalisme, ce qu'on appelle le vitalisme, c'est la philosophie selon laquelle le monde est régenté par des forces. Là, nous touchons à la métaphysique essentielle négro-africaine. Le monde est régenté par des forces. Ces forces sont à décupler sans cesse. C'est cela dans la théorie du pouvoir en Afrique. Les forces sont à multiplier. Et ce sont ces forces-là qui sont habitées par ces objets d'art. Il y a la dimension des forces. Les forces sont présentes. Donc, dans ce troisième élément de la métaphysique de la présence, il y a donc ce vitalisme-là qui nous enseigne que ces objets d'art ne sont pas seuls. Il y a une présence, et dans cette présence, il y a des forces qui vont d'un monde A à un monde B, un monde invisible. Donc, il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Donc, ça nous fait introduire la quatrième recommandation, la quatrième catégorie, c'est-à-dire le lointain. Le lointain. Le lointain, c'est à mes yeux, le concept le plus important de toute la philosophie qu'on peut penser en Égypte antique, comme on peut penser en Afrique, le lointain. D'ailleurs, la Renaissance africaine, la Renaissance elle-même, en égyptien ancien, nous disons « Ruhem Mesut », U-H-E-M, Ruhem, et Mesut, M-E-S-U-T, la Renaissance africaine. Donc, ces forces veulent faire renaître la relation au lointain. C'est le Dieu lui-même, Dieu, l'être suprême, le lointain, l'inaccessible. Dans l'ontologie et la théologie négro-africaine, nous pensons que Dieu, c'est le lointain, c'est celui qui est éloigné. Nous avons la possibilité, par l'intermédiaire des dieux ou des ancêtres, c'est ça qu'on appelle aussi les dieux. Quand on dit les dieux, il s'agit des ancêtres. Donc les dieux peuvent nous donner l'occasion d'accéder au lointain. Le lointain vient à nous par l'intermédiaire des dieux. C'est pour cela que ces objets d'art ont cette dimension extraordinaire de la reminiscence du lointain. C'est le souvenir éloigné de cet être suprême. Il y a donc la nostalgie du grand autre. Le grand autre, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est celui qui est parti. C'est celui qui habite très, très loin. Et c'est Dieu, le grand autre. Donc, c'est encore une dimension exceptionnelle de ces objets d'art qui sont en même temps des objets cultuels. Il y a la cinquième catégorie, qui est elle aussi importante. Je vais m'arrêter à 5 catégories, ensuite je reviendrai sur quelques points. Je ne vais pas être long. Voilà, donc je vais penser le modèle du silence. Merci.
le modèle du silence et du regard. Toujours dans ces objets d'art, voici la 5e catégorie. J'ai donc fait une herméneutique quinaire, c'est-à-dire en 5 parties. La 5e partie est majeure parce qu'elle consiste à lire l'œuvre d'art ou l'œuvre cultuelle par rapport au silence, parce que ce sont des entités silencieuses, et par rapport au regard, parce que ces entités ont un regard oblique, toujours vers le grand autre, le lointain. Ce sont des objets qui regardent au lointain, et lorsque vous les voyez là, ils sont à la fois présents et absents, parce que leur préoccupation, ce n'est pas tellement le monde, mais c'est de regarder au grand autre pour nous ramener les émanations du grand autre. Et c'est ça, cette affaire majeure de la dimension théologique, hein, c'est la 5e catégorie, la dimension théologique de ces objets d'art. Ils sont à la fois présents, absents, avec un silence méditatif et un regard oblique tourné vers le grand autre. Je voudrais, après avoir défini les 5 catégories, sans lesquelles on n'entend pas grand-chose à ce qui vient de nous être restitué. Ce qui vient de nous être restitué, moi je viens de donner la restitution. Pour accéder à ces choses, il faut cette organisation quinaire en 5 parties qui nous permet d'entrer comme dans un sanctuaire. Lorsque nous les contemplons, nous savons que ces choses-là sont habitées par ces 5 attitudes, ces 5 catégories. Ce sont donc des objets qui, même lorsqu'il n'y a pas la dimension initiatique tout de suite, mais ce sont des objets de silence, des objets de regard sacré. C'est pourquoi c'est un événement, leur retour dans le continent africain, parce qu'ils ont été absents tout le long des siècles où ils étaient emprisonnés, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'être entendus, de délivrer des messages, d'articuler leur être premier, leur ontologie. Cette souffrance doit cesser une fois que nous les accueillons, une fois que nous les recueillons. Il y a donc un événement, et cette acclamation, je ne pouvais ne pas la faire en dégageant, en orthographiant les 5 caractères, les 5 attributs fondamentaux qui les configurent. Ça, c'est le moment articulatoire de mon exposé. On me dit qu'il reste 5 minutes, donc je vais conclure avec quelques considérations. Il y a une façon de sculpter chez nous, de peindre. Je voudrais donner simplement, je les ai consignés pour que chacun mesure à quel point ce patrimoine est riche. Je donne donc une typologie, c'est-à-dire une classification systématique des matériaux, les matériaux de ce patrimoine. Il y a d'abord la terre cuite. Donc on peint avec la terre cuite. Il y a le bois, il y a le cuir, le clou de laiton, il y a du velours de raffia, il y a des peaux et des cornes de bêtes, il y a des colliers, des coquillages, des cires d'abeilles, des fils de coton, des écorces, des lianes, de la paille, des plumes d'oiseaux, des fibres végétales. Il y a des perles, il y a du plastique, de la céramique, des briques crues, de l'ivoire, des roches, du métal, du fer. Vous savez que la dot dans plusieurs pays africains, c'est avec des barres de fer. Oui.
il y a de l'or. Et on peut continuer pour voir la qualité exceptionnelle et naturaliste de ces objets, de ces matériaux à partir desquels nos sculpteurs se penchent sur cette richesse exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'ils peignent? Qu'est-ce qu'ils sculptent? Alors, c'est tout ce qui est, sans distinction. Tout ce qui est, que ce soit des instruments de musique, des meubles, instruments de cuisine, de chasse, de pêche, ils peignent tout ce qui est. C'est le réel lui-même qui est l'objet de la peinture. Voilà, vous avez vu le film de Mozart. Le diable rappelle Mozart à l'œuvre. Donc, je suis rappelé, pour finir mon œuvre extraordinaire, je suis rappelé. Je termine en remerciant les autorités, en commençant par le prince. Le prince, c'est la désignation que Machiavel donne au chef de l'État. Je remercie le prince parce que, pas seulement le Congo, mais l'Afrique attend beaucoup de lui pendant ce mandat. Vous pouvez lui répercuter cela. Je parle à celui qui conseille le prince et qui est son oreille. Nous sommes venus avec la plus grande joie. Nous espérons aussi ne pas retourner sans voir Kamba, la ville sainte. Nos yeux ont envie de voir cela, la ville sainte. Et pour terminer, nous pourrions également aller du côté de notre maison naturelle, l'université. Hotep.